Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Oliveira. Il nous parle d'amour et de relations humaines. Son sujet de prédilection. Le rapport qu'on a à l'amour, c'est le rapport finalement qu'on a avec la vie, avec sa propre vie. Mais alors, qu'est-ce que l'amour? Est-ce si simple d'être épanoui dans ce domaine? Il y a très peu de gens qui sont totalement heureux en amour et bien dans leur basket avec leurs désirs, qu'ils soient célibataires ou en couple. Dans cet épisode, je partage un événement qui s'est produit en Inde, que je n'ai jamais encore évoqué dans ce podcast. Une histoire qui a changé ma vie. Avec Jérôme, on parle de passion, de dépendance affective, de relations aux autres. On parle du couple, du célibat, de la rencontre. Moi, je pense que la richesse de la vie est liée aux rencontres humaines, qu'elles soient amoureuses ou non. Et en fait, s'il y a une seule chose à faire, c'est d'être ouvert à la rencontre, de façon générale. Parce que ce sont les rencontres qui construisent ou déconstruisent nos vies. Un podcast autour de l'amour sous toutes ses formes, un sujet qui m'a passionné. Car peu importe où l'on se trouve dans sa vie aujourd'hui, on a forcément un lien avec ce sujet. Es-tu prêt à te laisser embarquer ? Mais juste avant, la meilleure façon de me donner un petit peu d'amour, c'est de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un commentaire. Ça fonctionne aussi sur YouTube. Et n'oublie pas que sur l'Instagram Oser by Nico, tu retrouves les pépites de cette interview en vidéo. Bonne écoute. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Nico, je vais très bien. Merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir. Là, comme je t'ai dit, en fait, il faut qu'on attaque le podcast assez rapidement parce que t'es arrivé et on aurait pu parler des heures, je pense. Je pense qu'on vient de parler pendant des heures. Ouais, et donc je me suis dit autant attaquer directement. Et là, on va faire principalement sur la thématique de tes 2 livres qui sont sortis. Donc Brûlant d'amour, qui est sorti il y a déjà 2 ans. 2 ans. C'est ça. Et le tout dernier, Burning Love, qui est même pas plus, mais qui est un cahier d'exercices autour de l'amour. 200 questions thérapie. On va en parler parce que je l'ai commencé et c'est incroyable et j'ai même quelque chose à te dire là-dessus ce matin qui s'est passé en faisant l'un des exercices. Mais je te le dis pas tout de suite, mais c'était fort en émotion. on va dire ça comme ça. En fait, déjà, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter? T'es qui? Jérôme Oliveira, tout simplement. Je suis yogi. Je pratique le yoga depuis que je suis adolescent. C'est probablement ce qui me caractérise le plus parce que ça a été le fil conducteur de toute ma vie et ce qui a fait que j'ai pu rentrer dans des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pour devenir finalement auteur-réalisateur de documentaires télé pendant 15 ans. Après, j'ai monté une société de production, j'ai commencé à en produire. J'ai produit en France la première conférence dédiée au bien-être pour le grand public dans un grand théâtre parisien, à savoir le Grand Rex. C'était la première fois que ça arrivait. Aujourd'hui, il y en a toutes les semaines. Mais à l'époque, c'était la toute première. C'était avec Deepak Chopra il y a 10 ans pile. Wow, ok. Ouais. Et je suis devenu éditeur chez J'ai lu. Ouais. Et je suis responsable de la collection bien-être numéro 1 en France. Ok. Tu fais plein de choses. C'est génial. Comme on a dit, là, on va parler d'amour, mais je pense qu'on reviendra sur ton parcours à un moment donné parce que j'aurais tellement de choses à dire. Mais une chose dans son temps, pourquoi l'amour, pour toi, est si important? Pourquoi tu as écrit quand même 2 livres sur ce sujet-là? C'est la seule chose qui m'intéresse le plus fortement et face à laquelle j'ai aucune réponse. C'est-à-dire, je suis persuadé qu'il n'y a pas de vérité absolue en la matière et que c'est à chacun de trouver sa propre vérité. Et ça, je trouve ça fondamental et hyper intéressant parce que le rapport qu'on a à l'amour, c'est le rapport finalement qu'on a avec la vie, avec sa propre vie. Okay. Et cette idée d'aller dans la vie en cherchant sa propre vérité, la vérité la plus profonde, la vérité justement au sujet de la vie, je pense que c'est ce qu'il y a de fondamental et qui est constitutif d'une vie riche, d'une vie épanouissante, d'une vie heureuse versus une vie qui serait peut-être moins intéressante, plus frustrante et avec la sensation parfois pour certaines personnes de n'avoir pas commencé encore à vivre, ce qui est dingue. Et on peut ressentir la même chose avec l'amour. C'est pour ça que je fais vraiment un parallèle entre le rapport qu'on a à la vie, avec la vie et à l'amour. Et puis aussi parce que dès que j'ai été très très jeune et conscient, probablement à l'âge de 7-8 ans, je comprenais pas les gens
notamment le rapport qu'ils avaient avec le couple et l'amour. Okay. Je trouvais tout compliqué. J'avais cette sensation de souffrance, de déchirure, de déchirement permanent, de quête, de manque, de vide, et je ne comprenais pas, et pour moi c'était complètement antinomique avec l'état d'amour, la sensation d'amour que je pouvais déjà percevoir et ressentir en étant enfant. Et je ne comprenais pas pourquoi cette chose la plus simple au monde, qui est l'élan d'amour, était rendue si compliquée pour l'être humain et les êtres humains autour de moi, y compris mes parents. Justement, c'est ce que je pensais, mais en fait, l'amour, ça touche tout le monde. J'ai le sentiment que c'est universel, ça touche qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, peu importe notre culture, d'où on vient, il y a quand même ce sentiment amoureux qui est là, cet esprit de couple et comment le couple évolue, d'autant plus avec la société aujourd'hui. Donc, il y a tellement de choses. Enfin, je trouve que c'est un sujet universel et c'est pour ça qu'il est passionnant. Au début, tu dis quelque chose dans ton livre, ça m'a fait rire. Tu dis, il est beaucoup plus facile de devenir millionnaire que d'être heureux en amour. C'est-à-dire... J'en suis convaincu, vraiment. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui arrivent à devenir millionnaires en faisant tout et n'importe quoi, non ? Et par contre, j'en connais beaucoup parmi ceux-ci qui se couchent le soir en pleurant et en ressentant un manque d'amour et un vide d'amour. Dans le début, donc dans Burning Love, à un moment donné, au début, tu poses la question. Donc, la question, est-ce que vous pouvez définir l'amour ? Pas définir l'amour, mais qu'est-ce que l'amour pour vous ? Je t'avouerai que j'ai bugué à cette question. Et je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, c'est quoi pour moi l'amour ? Pour toi, c'est quoi ? Pour moi, l'amour, fondamentalement, c'est le lien. C'est la chose, c'est le dénominateur commun, finalement, à toutes les relations d'amour. Qu'elle soit amoureuse ou non, qu'elle soit envers des êtres humains ou des animaux ou la nature ou la vie, c'est la même chose. C'est un lien. C'est d'abord un lien. C'est aussi un lien avec soi-même. Donc la première chose pour moi de l'amour, c'est ce lien. Et au niveau amoureux, ça va être le lien avec une personne avec laquelle on se sent bien. Après, l'amour, c'est aussi une force. C'est une force qui va nous guérir, qui va nous permettre d'expérimenter des choses et des désirs à l'intérieur de soi ou des découvertes qui est absolument unique en la vie. Il n'y a rien d'autre de comparable. Et puis, c'est aussi un état. L'amour est un état. C'est un état qui nous transporte au-delà de nous-mêmes pour finalement nous amener à transcender nos limites et toutes les croyances que l'on peut avoir au sujet de soi-même. C'est vrai ça. Mais justement, ta définition, il y a plein de choses qui sont très belles dans ce que tu dis. Et pourquoi ça c'est si compliqué ? Justement, tu disais quand tu étais petit, tu trouvais que les gens trouvaient ça compliqué. En quoi aujourd'hui ? En fait, que ce soit les célibataires ou les gens en couple, alors évidemment et heureusement, il y a ceux qui sont heureux, a priori en tout cas. Et puis il y a tous les autres où il y a toujours un grain de sable, que ce soit dans le célibat ou dans l'amour. Absolument. Mais qu'est-ce qui est si compliqué en fait ? Pourquoi les gens n'arrivent pas à être peut-être épanouis dans une relation ou dans leur célibat, et donc peut-être l'amour avec eux-mêmes ou avec des flirts de temps en temps? Qu'est-ce qui fait que les gens ne trouvent pas un bien-être au quotidien? Je vais répondre à ta question, mais juste première remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a très très peu de gens qui sont totalement heureux en amour et bien dans leur basket avec leurs désirs, qu'ils soient célibataires ou en couple. J'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie, j'attire beaucoup de gens avec des questions par rapport à ce livre, et en tout j'ai dû rencontrer moins de 5 personnes dans toute ma vie totalement à l'aise dans leur basket, sans frustration, quel que soit leur état, que ce soit en amour ou pas en amour, célibataire ou en couple. Donc ça reste malgré tout, me semble-t-il, cet épanouissement amoureux ou d'amour quelque chose de marginal aujourd'hui. Et je pense que la raison pour laquelle c'est si compliqué, c'est parce que les relations humaines sont compliquées. La relation avec soi est compliquée. Et tout ça n'a rien à voir avec l'état d'amour. Mais par contre, ça prend le dessus. Ça peut faire peur, dit comme ça. Quand j'y pense, on en a parlé vite fait, et même j'en ai parlé sur le podcast. Moi, je suis en pleine séparation actuellement, après 9 ans de relation.
Et c'est vrai que moi, il y a une petite crainte là de me dire, bon, ben, après 9 ans de relation, repartir entre guillemets à la recherche, comme si j'étais déjà d'ailleurs à me dire, ben, on va repartir à la recherche et que le temps de solitude, je ne l'acceptais pas. Ouais. Et cette peur d'aller retrouver l'autre. En fait, quand on part retrouver quelqu'un, pourquoi ça peut paraître si difficile ? Est-ce que quand on cherche l'amour, on n'est pas face à nos insécurités ? Toujours, forcément. Mais dans toute recherche, et c'est peut-être encore plus vrai en amour, parce que ça, derrière la recherche amoureuse, quand surtout dans une phase de transition, où on est beaucoup plus vulnérable, on doit faire le deuil finalement de quelque chose, de la présence de l'autre, et c'est pile à ce moment-là où finalement l'autre, ou la mémoire de l'autre, le souvenir de l'autre, qu'il soit fantasmé ou non, colonise l'instant présent, si bien qu'une petite cuillère va nous rappeler l'autre, parfois de façon très douloureuse. Une musique, ça peut être en fait tout ce qui va toucher à l'émotionnel. Exactement. C'est très très étrange parce que le vide de l'autre, le manque de l'autre appelle la présence de l'autre. L'autre est encore beaucoup plus présent justement dans le manque. Et donc on va devoir se construire un quotidien avec ce manque. Et en même temps, ressentant ce manque, on veut lui échapper à ce manque et donc vivre autre chose. Et c'est pour ça qu'on voudrait entrer immédiatement dans une recherche. Je pense qu'effectivement, c'est super important quand on est dans une séparation amoureuse de multiplier ou fructifier, pour reprendre un terme immobilier, le lien, les liens, les multiplier. Vivre des liens, qu'ils soient amoureux ou non, d'amour ou non, sexuels ou non, parfois juste amicaux, ça peut être des liens avec la vie ou avec autre chose. Tout ça parce que ça vient nourrir le lien avec soi. C'est autant d'expériences de soi qui viennent se jouer à travers les liens qu'on va démultiplier. Et rappelons-nous, le lien est toujours un lien d'amour, qu'il soit amoureux ou non. Mais c'est toujours un lien d'amour, c'est toujours une rencontre finalement. Et c'est toujours être la rencontre avec soi. C'est en fait, tu sais, dans ton livre, tu as plusieurs chapitres. Et actuellement, alors attends, je vais reprendre les chapitres que j'ai devant moi. Tu as le destin amoureux que tu mets au début, la rencontre avec l'autre, et tu parles des brûlures. Et moi, je t'avouerais que, au vu de la situation actuelle, puisque, comme j'ai dit, je suis en pleine séparation, mais il s'est passé quelque chose que j'aborde pour la première fois d'ailleurs dans ce podcast. Alors peut-être que j'en aurais parlé autrement, ça dépendra quand sortira le podcast, mais en tout cas là c'est la première fois que j'en parle. C'est que moi je me suis arrêté sur les brûlures parce que bien qu'on se sépare avec mon compagnon d'un commun accord et qu'on est ok et que la relation se termine, et on en a évoqué un peu avant avec de la maturité, et du coup c'est très bien, on n'est plus amoureux. Mais en fait j'étais en Inde ces dernières semaines, j'ai passé 6 semaines en Inde et je suis tombé fou amoureux en Inde, mais fou amoureux. J'ai vécu 1 mois de passion, 1 mois de bonheur, 1 mois au paradis, mais aussi 1 mois en enfer. Et actuellement, je suis en plein dans les brûlures, à fond les ballons, sur tout ce que tu évoques. Et tu le dis au début, tu parles du choc de la rencontre. Alors, attends, est-ce que je vais retrouver comme il faut la page ? Quelques rares chocs viennent frapper à la porte de la belle endormie. J'ai eu le sentiment que dans ma relation où on était rentré avec mon compagnon pendant 9 ans sur quelque chose de très routinier, où les sentiments s'étaient endormis, on était bien ensemble, mais malheureusement il manquait ce truc-là. Le choc d'une rencontre, je suis tombé amoureux. Je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas compris, ce n'était pas prévu, ce n'était pas prémédité. Moi, je suis parti en Inde parce que je voulais vous reconnecter à la spiritualité et juste à moi. Hein. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un, qui plus est un Indien. On ne va pas en Inde chercher l'amour, de base. Enfin, je porte un jugement là-dessus qui d'ailleurs, pourquoi pas, mais en tout cas, moi, c'était pas en Inde que je me serais dit, tiens, si tu veux rencontrer quelqu'un, va en Inde. Et là, j'ai rencontré ce garçon et ça a été dingue, complètement dingue. C'est parti et on a vécu 1 mois. L'Inde, en fait, j'ai souvent montré mes rencontres, que je rencontrais un peu, enfin les paysages, etc. Mais j'avais la tête ailleurs, totalement. Et j'ai passé beaucoup plus de temps avec cette personne que finalement à visiter l'Inde.
mais parce que j'ai reconnecté à moi totalement. Et aujourd'hui, je suis dans une véritable rupture. Et ma rupture, en fait, elle est avec l'Inde. Elle n'est pas réellement avec ma relation de 9 ans. Parce que du coup, ça a amené l'amoureux que je suis, ça l'a réveillé. Et en fait, je ne m'attendais pas à ça. C'est quoi, pour toi, l'aspect amoureux ? Quand on est amoureux, qu'est-ce que c'est ? Tu viens de le décrire. Tu viens de le décrire, donc je t'invite à te réécouter. Ouais. Et en fait, tu as eu exactement l'objet de ta recherche, de ton désir, à savoir te reconnecter à toi-même, à tes sensations, à te laisser traverser par le vivant de la vie, à travers cette rencontre que tu as vécue en Inde. C'était aussi vivre une rencontre avec l'Inde, tu y allais aussi pour ça. Et sur l'instant, je ne sais pas tout ce que tu as pu ressentir, mais je pense que tu as dû le ressentir dans un état de lâcher prise et d'abandon, de paix intérieure, d'excitation, de lumière, et le mot qui me vient est un mot un peu désuet mais que j'adore, peut-être d'extase. Et tout ça fait partie des ingrédients de ce choc amoureux qui vient nous réveiller et qui vient nous élever et qui vient nous donner une idée, une perception, un glimpse de ce qu'est justement l'état d'amour absolu, de grâce et d'extase. Ce qui est fou, je trouve, avec les relations humaines, c'est qu'une rencontre peut changer toute ta vie. En fait, on peut rencontrer quelqu'un, ça peut être amical, mais ça peut être amoureux, et en fait, la personne qu'on était avant la rencontre, on n'est plus la même après. Et je trouve que c'est d'une puissance de te dire que ta vie peut basculer parce que tu rencontres quelqu'un. Moi, je pense que la richesse de la vie est liée aux rencontres humaines, qu'elles soient amoureuses ou non. Et je pense qu'effectivement, toute la magie... En fait, s'il y a une seule chose à faire, c'est d'être ouvert à la rencontre dans la vie, de façon générale. Parce que ce sont les rencontres qui construisent ou déconstruisent nos vies. Mais même quand elles sont en déconstruction, elles sont en reconstruction à ce moment-là. Et elles prennent une autre direction. Et au niveau des rencontres amoureuses, des chocs amoureux, c'est probablement ce qu'il y a de plus fort en termes d'impact sur soi, et c'est ce en quoi ça bouleverse le chemin de notre vie. C'est qu'on va expérimenter à ce moment-là quelque chose qu'on ignorait de soi. Ouais. Ah oui, moi c'est quelque chose, quand tu parles d'ouvrir la porte de la Belle Endormie, il y a vraiment ce côté où j'ai ouvert une porte que j'avais totalement oubliée. J'étais dans mes projets, j'étais dans le boulot, mes projets c'était ma passion, c'était là où je mettais mon cœur finalement, c'était pas dans ma relation que j'avais mis de côté. Et finalement ce jour-là, quand j'ai rencontré ce garçon qui me proposait d'aller... Qui s'appelle comment ? Apourv. Apourv. Ouais, okay. C'est un prénom indien qui est pas toujours évident à prononcer. Mais quand il m'a proposé d'aller se baigner dans la piscine de sa résidence avec sa pote qui était là pour le week-end, et je veux dire, à un moment donné, c'était en Inde, j'ai rencontré tellement de personnes que de toute façon, on me propose d'aller me baigner et d'aller prendre un verre à midi tranquille parce qu'il est avec une pote dans ma tête. Et je veux dire, je pensais pas rencontrer l'amour. C'était pas prévu, j'allais me baigner. J'avais pris mon maillot de bain, moi je partais me baigner. Et puis sa pote, j'ai un déj. C'est quoi ce plan foireux ? On est censé aller se baigner, non ? Et puis là il y a eu de la séduction, mais moi il me plaisait pas plus que ça. Et il m'a embrassé. J'ai ouvert les yeux et là, j'étais plus la même personne. Tout avait changé en moi. Mais tu vois, pour pouvoir vivre cela et accueillir finalement ce choc amoureux, cette rencontre qui t'a surpris profondément, enfin tu t'y attendais pas, ça montre aussi, et j'en reviens à ce qu'on disait en préambule, ça démontre le rapport que tu as à la vie. Parce que pour pouvoir laisser cela émerger en toi et pouvoir saisir l'opportunité, ça démontre déjà une forme de disponibilité, ça démontre une curiosité, ça démontre une ouverture, ça démontre un état d'abandon, c'est-à-dire une sorte de confiance en la vie, et de pouvoir se laisser aller finalement au gré des opportunités, et pouvoir les saisir et pouvoir dire oui. Et ça, ce sont des ingrédients très très rares chez les êtres humains. On a l'impression que c'est la règle, que c'est normal, et en réalité je pense que c'est l'une des premières raisons qui explique la frustration humaine
et qui va faire que les gens ne sont pas vraiment satisfaits de leur vie ou qui ont la sensation de ne pas avoir commencé à vivre. Ah. Tu te reconnais, toi, là-dedans? Tu as déjà vécu des... Moi, je me reconnais en toi. Ouais. Je me reconnais pleinement en toi parce que je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. Et c'est mon fonctionnement depuis que je suis jeune, et ça a probablement été, chez moi, une stratégie de survie. C'est-à-dire, n'ayant pas confiance en moi-même, ne comprenant même pas le concept de confiance. Je ne comprends absolument pas ce que signifie avoir confiance en soi. J'ai beau lire tous les livres de développement perso là-dessus, je ne comprends pas de quoi ils parlent en fait. Ouais. Mais parce que très tôt, j'ai développé une confiance en la vie. Ce qui a été un substitut en fait, pour pouvoir m'arracher un problème d'estime de soi et de confiance qui n'était pas du tout naturel, évident pour moi, pour plein de raisons. Et donc, faisant confiance en la vie, et en fait, j'ai fait très tôt une sorte de pacte avec la vie, à savoir que j'ai échafaudé en moi la réflexion suivante, à savoir que quoi qu'il arrive, même si le pire arrive, tout se passera bien jusqu'au bout. Et donc de cela ont émergé des enseignements et une relation à la vie qui a fait que j'ai saisi des opportunités, j'ai pris des risques sans imaginer que c'était des risques pour moi, ou des risques de carrière, ou des risques amoureux, et de pouvoir me laisser happer, aspirer, pousser dans la vie. Est-ce que tu penses que les gens n'ont pas se lâcher prise et n'ont pas ce rapport au risque, et qu'ils sont peut-être trop dans la protection, que ce soit d'ailleurs dans les sentiments comme dans les choix de carrière, et qui empêchent justement la vie de leur amener ce dont ils ont besoin? On le voit aujourd'hui dans tous les domaines, y compris la santé. L'être humain a inventé quand même des assurances vie, comme si on pouvait s'assurer contre la vie, les risques de la vie. Enfin, ça paraît dément. Des assurances tout risque. De quoi on parle? C'est Ben Never, je ne sais pas si tu situes. Oui, je vois très bien qui c'est. Qui a dit dans un podcast, si dans la vie tu veux une assurance, va t'acheter un grille-pain chez Darty. Encore? Ça dure 2 ans, non? Et j'avais trouvé ça assez juste, effectivement. Ouais. Et on voit à quel point aujourd'hui, vraiment, ça fait partie des symptômes de la société occidentale, où l'homme refuse de mourir, l'homme refuse de souffrir, l'homme refuse d'avoir mal, l'homme refuse de tomber malade. Enfin, il y a tellement de choses contre lesquelles on veut se protéger à tout prix, de peur d'avoir mal, de peur d'être remis en question dans les croyances identitaires que l'on pourrait avoir au sujet des uns des autres. Enfin, c'est juste dingo tout ce qui se passe par rapport à cette surprotection. Donc oui, évidemment que oui, la plupart des gens, pour pouvoir produire une telle société, ne sont pas comme ça. Et toi, dans tes relations amoureuses, comment tu fais pour être dans l'ouverture à la vie et le lâcher-prise? Non, c'est plutôt l'inverse. C'est que je cultive cette conscience dans la vie, d'ouverture en fait, cet amour de la vie pour me laisser aller au niveau amoureux dans ce même esprit, cette même philosophie. Pour moi, c'est d'abord le rapport à la vie qui est constitutif de mon rapport amoureux. Ok. Parce que je reviens là sur... j'étais d'accord avec toi, quand je suis parti en Inde, j'étais tellement détaché de tout que je pense que cette rencontre est arrivée parce qu'il n'y avait aucune attente et aucune projection. Et limite, la projection était il ne faut pas de projection parce que je ne veux pas me projeter. J'en avais pas envie. Et c'est comme ça que ça arrivait et que je m'y attendais pas. Par contre, après, et c'est là tout finalement ce que tu dis aussi dans ton livre. Moi, forcément, la thématique, elle me parle en ce moment. Alors, si je veux dire à toutes les personnes qui sont dans une thématique amoureuse, lisez le livre parce que, tu vois, là c'est sur YouTube, mais j'ai des rubans, tu vois, j'ai surligné partout. Enfin, je pourrais lire le livre pour le podcast tellement que les phrases me parlaient. Tac. Moi, j'ai adoré cette phrase. La grande difficulté dans la relation amoureuse, c'est que l'on n'est jamais certain de ce que l'être aimé peut vivre et ressentir. Cette incertitude est menaçante car elle met en danger des parties de soi. On voit que ça revient à soi. Et donc, on a toujours envie de poser la question « À quoi penses-tu ?» tandis qu'au fond de nous demeure la question cuisante
est-ce que tu penses à moi? En Inde, je passais mon temps à dire « What are you thinking about? » You don't say anything, so what is in your head? Et j'étais toujours en train de me dire, il va dire thinking about you. Mais pas toujours le cas d'ailleurs, mais tu vois? Ouais. Et pourquoi l'amour nous met dans cette insécurité? Ouais. Parce que c'est probablement le lien le plus intime que l'on puisse avoir avec quelqu'un et qui nous met en vulnérabilité par rapport à soi-même. Parce que le lien devenant intime, on a envie de savoir si l'autre ressent la même chose que soi. C'est jamais le cas. C'est jamais le cas. L'autre, très rarement, et encore... par moment, que ce soit dans les états de grâce ou des états de conflit, c'est souvent des états radicaux où éventuellement on peut être sur la même longueur d'onde, mais de toute façon, au niveau sensitif, au niveau sensoriel, par rapport à la conscience que l'on a de ses sensations, de ses émotions, et par rapport à tout ce que ça génère en termes de pensée, de perception, de projection, on est tous différents. Enfin, on est physiquement différents, et c'est pareil à l'intérieur. Et toute la construction échafaudée de soi depuis que l'on est enfant, que ce soit à travers les blessures les plus profondes, les croyances, les codes sociaux que l'on a reçus, l'éducation, c'est encore plus vrai selon la culture, les différences culturelles, et bien sûr tout au niveau culturel et religieux, c'est en plus très très fort en Inde. Est constitutif d'un mode de pensée. Je suis allé en Inde aussi, ouais. Et je connais très bien l'esprit indien, et on a des schémas de représentation de la vie qui sont complètement différents. Tous les liens d'attachement, les primo-liens d'attachement dès l'enfance, et qui vont générer à la fois des instincts de survie, des protections, et en même temps des systèmes de reproduction de ce lien d'attachement à travers les relations amoureuses vont dépendre, vont changer, vont se transformer, vont être différents d'un individu à un autre. On ne peut pas être dans le corps de l'autre et dans l'esprit de l'autre. Et c'est là toute la beauté finalement de la relation amoureuse, c'est qu'à la fois l'autre va nous permettre de vivre, et c'est ce que tu as vécu, une sorte de voyage à l'extérieur de soi, et en même temps d'un voyage à l'intérieur de soi, sans jamais pénétrer l'autre, d'une certaine façon, ouais. Intérieurement. Ouais. Là, moi, j'étais dans une passion amoureuse. J'ai reçu une question sur Instagram, ouais. d'Astrid, d'ailleurs, que je salue, ouais. Qui bonjour, va se reconnaître. Et elle me demande, est-ce qu'une passion amoureuse, ça dure toujours? Alors, on répond habituellement non. Okay. Souvent, les gens pensent que non. Même les psys, les thérapeutes et tout ça pensent que, je sais pas, ça durerait 2 ans, certains disent 5 ans, j'en sais rien. C'est bien d'être dans la passion. Juste ouais. Pour terminer, moi je connais des cas de passion amoureuse. Je pense à ma grand-mère maternelle qui est décédée, qui a duré toute sa vie. Elle est morte, passionnément amoureuse, du premier homme de sa vie qui l'a quittée à 30 ans. Elle s'est remariée avec mon grand-père, elle a eu plusieurs enfants derrière. Elle a toujours été honnête à la fois avec ses enfants et ses petits-enfants sur sa passion amoureuse avec son premier mari, dont elle n'avait jamais pu avaler la rupture à la fin de la guerre. Et pour elle, l'amour de sa vie, c'était son premier mari. Elle a été passionnément amoureuse jusqu'à la fin de ses jours. Et sans jamais pouvoir en faire le deuil. Et elle a vécu 10 ans avec lui. Donc, c'était... Et des gens comme ça accrochés ou attachés à un amour, que la relation s'arrête ou pas, que la personne, que le conjoint meurt ou pas, ça peut arriver également, tout en restant dans un élan de passion amoureuse, eh bien, j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens. Donc oui, il est tout à fait possible de traverser la vie en étant amoureux, en conservant cette fraîcheur lumineuse, voire inconsciente de l'amour des premiers jours tout au long de sa vie. Moi, je pense que ça peut complètement être intemporel. Il y a cette phrase qu'on m'avait dit une fois et je la trouvais je la trouvais juste, parce que c'est sûrement pas une vérité, mais je la trouvais juste. C'était que les couples se séparaient parce qu'ils loupaient le virage entre la passion et l'amour.
T'en penses quoi? Tu penses qu'on peut louper un virage et ne pas tomber dans l'amour, alors que en fait, l'amour est peut-être là et que ce serait au couple de se dire ok, comment on fait? Je pense qu'on loupe un virage quand on communique mal, quand on formule pas les choses, quand on a peur de dire à l'autre ce que l'on ressent et qu'on a peur des réactions de l'autre. C'est ça le seul virage qu'on loupe. Le reste, non. Je pense qu'on loupe rien du tout. Donc est-ce que la communication est la clé de toute relation saine qui peut durer? Je pense que la conscience et la conscience déjà de ce qui se passe en soi, l'écoute de son propre corps, de ses sensations, de ses émotions, l'observation de ses pensées, de ses réflexes, la connaissance de soi. Et pouvoir formuler cette connaissance de soi, pouvoir partager en fait ce chemin, ce lien que l'on tisse de plus en plus profondément avec soi, pouvoir le partager à l'autre, que l'autre fasse la même chose, c'est la clé. Tu sais qu'avec Apourv, on se disait tout. Enfin, en tout cas, avec le recul, je dirais que je disais tout. J'étais tellement ouvert à cette rencontre que je parlais de mes sentiments, de mes insécurités, de mes peurs, de ma vie. Il était au courant de tout et je ne cachais rien. Et ça a été une libération. Et j'ai réalisé avec mon compagnon, enfin mon ex, on est séparés là, de toute façon officiellement, mais c'est ce qui nous a manqué. Aujourd'hui, on n'a aucun problème entre nous. On est vraiment en très bons termes. Et je lui ai dit plein de fois, notre non-communication, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus ensemble. Et on est OK avec ça et on ne veut pas se remettre ensemble, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai expérimenté dans la foulée cette relation où je disais tout. Je ne peux pas dire aujourd'hui est-ce que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça m'a fait du bien de ne pas mentir et d'être honnête autant avec moi qu'avec l'autre. Est-ce que l'honnêteté est forcément bonne dans toute situation, dans une relation amoureuse ? En ce qui me concerne, l'honnêteté est probablement la valeur la plus élevée dans les relations humaines et dans le lien que j'ai avec moi-même et avec les autres, parce que ça me permet d'avoir confiance, de me sentir en confiance à travers l'autre et de pouvoir tisser des liens de confiance. Toutefois, je pense que la limite de cela, c'est blesser l'autre, faire du mal à l'autre. Donc, ne pas dire les choses pour se protéger soi est nuisible pour soi. Mais tout dire à l'autre et en ne prenant pas toute la vigilance nécessaire à travers les mots, en l'exprimant, et qui serait nuisible à l'autre, qui pourrait l'emporter, le détruire, lui faire du mal, je pense que c'est complètement con. On n'est pas obligé de le dire, soit il faut trouver les mots les moins blessants pour pouvoir l'exprimer. Je reviens juste sur ce que tu disais par rapport à Apourv et ce qui t'a permis d'expérimenter, justement à travers cet état d'abandon et de lâcher prise que tu exprimes. Tu disais que la communication était limpide, transparente, tu pouvais tout dire. C'est exactement ce dont tu souffrais finalement, ou le manque que tu pouvais avoir dans ta relation depuis 9 ans. Tu es rentré, et qu'est-ce que t'a permis cette relation d'un mois en Inde, justement de pouvoir exprimer les choses, et peut-être pour la première fois dans ta relation de 9 ans, de pouvoir exprimer ce que tu ressentais. Et ce qu'il y a de super beau, c'est que là, ça a été vraiment un moment de rencontre, quelque part dans ta relation de 9 ans, même si c'était pour rompre, c'était une rencontre intérieure profonde dans l'honnêteté qui t'a permis de trouver les mots justes dans une dignité humaine très élevée, parce que visiblement vous êtes quittés, vous avez rompu en termes très amicaux, voire dans un état d'amour. Oui, la soirée au restaurant était incroyable, hein. On a fini bourré jusqu'à 1h du mat. C'est vrai que j'aurais pas pu mieux rêver pour une soirée de rupture. Loin de ce qu'on peut imaginer finalement dans une rupture. J'ai failli, on l'a pas fait, mais j'ai failli commander 2 coupes de champagne pour célébrer la rupture le soir où on a dit qu'on arrêtait. Parce que ça se passait tellement bien, on était tellement ouverts à la discussion, en fait, à se dire,
moi j'ai pas aimé quand t'as fait ça, enfin j'ai pas aimé, encore une fois, c'est pas toi, mais moi je me suis pas bien senti quand tu agissais comme ça. J'ai trouvé qu'on a manque de communication, que tel domaine dans notre couple ne fonctionnait pas. Lui m'a avoué des choses aussi sur en fait ça fait 6 mois que je cherche un appart. Je dis c'est pas trop tôt de me le dire. Parce que ça, j'étais pas au courant. Donc, ça a dédramatisé. Et pourquoi il te le disait pas ? Tu lui as posé la question. Lui, il avait besoin de s'assurer. Ça, je trouve que c'est dans le couple, c'est une question importante. Mais il avait besoin de s'assurer qu'il pouvait rebondir matériellement pour penser à notre couple. C'est que s'il agissait, s'il prenait une décision dans la peur, il aurait pris une mauvaise décision. Donc, il a cherché un appartement, voir quelles étaient ses options. Pour une fois qu'il était rassuré de se dire si on se quitte, moi je sais que je peux rebondir. Il m'a dit j'ai pu réfléchir à notre couple sans être dans la peur. Sans avoir des injonctions mentales ou des angoisses effectivement qui viennent parasiter sa décision. Et c'est super fort. Ça en revient au fait que par rapport à l'honnêteté, il n'a pas pu être honnête avec toi dès le départ en te disant je cherche un appart. Maintenant, dès le premier jour, dès le moment où il s'est mis en recherche d'appart, mais il a pu te le dire ensuite quand ce fut le bon moment, le moment juste. Mais tu vois, c'est intéressant cette rupture parce que elle démontre que très souvent, quand on parle des grandes relations d'amour ou les grandes relations qui ont compté pour soi, on mesure cela à la longévité de la relation, 10 ans, 15 ans, peu importe. Et je pense qu'on devrait aussi mesurer les grandes relations à l'aune de la rupture, la manière dont on a rompu. Et là, c'est une très belle relation. Beaucoup de gens arrivent à se séparer dans cette quiétude. Rarement. Tu l'as toi expérimenté ? Ouais, je l'ai expérimenté. Moi, la pire chose que j'ai reçue, ça a été un SMS de rupture. Et c'était super choquant et douloureux quand je l'ai réceptionné, parce que au bout de 7 ans, j'imaginais pas du tout une rupture ainsi, tu vois, par SMS. Au bout de 7 ans par SMS ? Par SMS. J'imaginais pas du tout cela. Et voyant cela, parce que en lisant le SMS, je m'observais en train de lire le SMS, peut-être que j'étais en plein état de dissociation. Et du coup, cet état qui observait en train de lire, qui m'observait moi-même en train de lire le SMS, se disait en même temps accepte immédiatement ce que tu reçois. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon corps. J'ai vraiment accepté, digéré à la fois la rupture, mais la manière indigeste dont je pouvais vivre cette rupture. J'ai essayé de l'accepter intégralement sur l'instant. Comment on fait pour se remettre d'une rupture quand c'est pas une rupture justement d'un commun accord, ou qu'on n'est pas, et encore après mal, hein. Mais subir la rupture en fait, comment on fait ? Moi, c'est quelque chose que ça me fait peur, honnêtement. Mais en fait, quand t'es accro à quelqu'un, et accro c'est peut-être pas le bon mot, mais amoureux tout simplement, comment tu fais pour accepter que l'autre décide de partir ? Comment tu t'en remets ? C'est quoi est-ce qu'il y a des solutions à ça ? Je pense déjà que la première chose, c'est percevoir que ce que l'on ressent est complètement normal. Les études démontrent que ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans notre cerveau lors d'une rupture amoureuse, quand on est accro justement, est comparable, c'est exactement la même chose au niveau hormonal, au niveau du système nerveux, que ce qui est émis par une personne junkie, qui est dépendante de drogue, d'héroïne, et qui est en état de sevrage. La seule différence entre les deux, c'est que la personne junkie sait ce qu'elle est en train de vivre. La personne en rupture amoureuse ne comprend pas ce qu'elle est en train de vivre. Là, tu mets le doigt, parce que je l'avais surligné dans ton livre aussi. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé dans une dépendance affective. Très rapidement. Ça allait très, 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 très vite. Avec Apourve ? Avec Apourve.
La dépendance, tu dis dans ton livre, je cite, je vais dire la page, on s'en fout, les gens liront le livre entier, ils ont pas besoin d'aller à cette page-là, mais tu dis donc sur le chapitre des brûlures, que j'expérimente vraiment très bien actuellement, la dépendance tend parfois à la démence, dans un élan passionnel, on peut se surprendre à vouloir posséder l'autre. Je veux posséder ton corps, ta tête, ton âme, tes désirs, ton temps, on enferme l'autre et soi dans une sorte de captivité active. Moi, là, l'Inde, une fois qu'on a compris qu'il y avait un truc qui s'était passé, moi, j'ai décidé de me lâcher, de tout lâcher, de tomber dans cette relation et je parle, je communique et je vis le truc à fond. De toute façon, je vais rentrer en France. Ou pas, d'ailleurs. À un moment donné, je me suis posé la question. Sauf que lui, en fait, j'ai débarqué dans sa vie, il s'y attendait pas, moi non plus. Sauf que moi, j'avais une page blanche. Donc je suis là, écoute, je suis en vacances, moi mes journées je travaille pas, j'ai mon temps libre, je fais ce que je veux, j'ai rien de prévu. Et je suis tombé dans cette dépendance affective, au point qu'il y avait des hauts et des bas, parce qu'en fait lui il allait travailler, et il a eu des soirées où il me disait écoute, je te laisse les clés, mais moi j'ai une soirée de mariage avec ma sœur. Et je ne supportais pas ça, j'arrivais pas. J'étais dans l'attente et je subissais cette attente. Et petit à petit, sur un mois, ça a été passionnel, mais il s'est passé plein de choses. À un moment donné, je suis reparti, j'ai quand même visité. Mais en fait, je n'arrivais plus à visiter parce qu'en fait, ce qui m'importait, c'était le voir. Donc, quand j'étais loin de lui, l'Inde me paraissait fade. Pour trouver l'Inde fade, quand même, il faut y aller. Et ça me paraissait fade. Ça m'était totalement égal, en fait, ce que je faisais. Et moi, le plus important, c'est de reprendre un avion pour retourner le voir. Et là, j'étais bien. Ou j'étais bien quand je passais 2 heures au téléphone avec lui le soir. Et à un moment donné, moi, je ne l'avais pas conscientisé. Et c'est mon meilleur ami qui m'a dit « Mais on dirait que t'es un drogué et que tu as besoin de ta dose tout le temps. » Et quand j'ai commencé à conscientiser ça, ça m'a pas aidé parce que j'ai vraiment conscientisé que j'étais dans un état de manque et que c'était vraiment très difficile. Et sur la fin, quand à un moment donné, il a fallu qu'on savait que moi, j'allais rentrer et qu'on s'était... En fait, lui ne voulait pas venir en France. Moi, venir en Inde, c'était dans l'idée, mais encore une fois, il y a des choses à mettre en place. On ne quitte pas un pays, son métier, sa vie comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne quitte pas un métier, ma vie comme ça. Et lui, il voulait une relation sur du long terme. Donc, il y avait ce truc, faut que je rentre. Et on ne s'était pas dit quel jour j'allais rentrer. Et il y a eu un jour où il est parti bosser et il m'a envoyé un SMS. Au fait, c'est quand que tu pars ? Et là, moi, je savais que le soir, il avait encore une soirée, donc j'étais encore dans l'attente. Et j'ai dit, je vais peut-être partir après-demain, comme ça, on passe au moins une dernière soirée ensemble, vu que t'es pas là ce soir. Ce à quoi il m'a répondu, je préférerais que tu partes demain. J'ai failli m'écrouler à terre. Il y a eu un truc qui a lâché en moi, qui était, c'est pas possible. Je peux pas partir sans une dernière soirée. C'est impossible. Ça m'a rendu fou. Intérieurement, je ne supportais pas cette idée-là. J'ai envoyé un message, dit « il faut que tu m'appelles tout de suite ». Et j'arrêtais pas de le confronter au fait « t'es vraiment sûr que tu veux que je parte demain parce qu'à ce moment-là, je pars maintenant ». Tu lui as demandé pourquoi il voulait ça ? Il m'a demandé de partir le samedi parce que le dimanche, une colocataire arrivait qui voulait une dernière soirée tranquille. Que ça faisait depuis que j'étais en Inde, et soit j'étais là, soit des amis étaient là, soit sa famille était là, et il m'a dit j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de me retrouver, et j'avais envie d'avoir ma soirée au moins de samedi soir de prévu, sachant que tu devais déjà ne pas être là cette semaine, et que finalement je t'ai dit de venir et qu'on est à nouveau là ensemble. Mais il y avait ce truc complètement fou dans une passion de je te veux, je te fuis, on est ensemble, on est bien, mais en même temps c'est une histoire impossible, donc comment on fait ? Enfin, tu vois, ça avait ce truc qui était complètement un peu désorganisé. Et lui, à un moment donné, il a besoin de prendre du recul. Il m'a dit j'ai des sentiments pour toi, mais je me laisserai pas tomber amoureux parce que je ne veux pas souffrir. Et moi je disais mais comment tu fais pour ne pas tomber amoureux parce que moi je le suis, alors qu'est-ce qu'on fait en fait là-dedans ? Et là, je me souviens que ça avait été pour moi la fin du monde. Et je me suis senti comme un drogué à qui on enlevait sa dose. Et j'étais là, j'ai pas ma bouteille, j'ai pas ma ligne de coke. Comment je fais en fait ? Et physiquement, j'étais mal, mais à faire des vocaux d'une demi-heure à mon meilleur ami en mode mais sauve-moi, aide-moi, trouve-moi une solution parce que je peux pas rester comme ça. Et depuis le début, il avait senti le truc de tu dois partir le plus vite possible en fait. Tu dois te sevrer. Tu dois faire une cure de désintoxication. C'est ça le mot. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui, justement, tombent amoureux comme ça, peut-être comme moi, qui vont peut-être se reconnaître,
c'est bien de tomber dans cette dépendance. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est être dans l'attente, c'est vouloir l'autre, vouloir le posséder. C'est ça l'amour, ou il y a une erreur là-dedans? Et il y a peut-être quelque chose de... Est-ce qu'il y a un début de relation qui peut être plus normal? Ça existe ou... Ce que je vais dire est hyper choquant, mais ce que tu as ressenti là, je crois que ça n'a rien à voir avec l'amour, tout en étant de l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour parce que c'est pas généré par l'amour. C'est généré par une mécanique relationnelle qui repose sur ton lien d'attachement, à savoir un lien d'attachement de type anxieux, de type qui va faire que tu vas être dans une situation de stress ou de manque intense peut conduire à la dépendance affective. Lui serait plutôt dans un schéma tel que tu le décris, également anxieux, mais de type évitant. Ouais. C'est-à-dire à chercher à se protéger en mettant de la distance, à vouloir renouer avec un état de paix intérieure en ayant son propre espace. C'est exactement tout ce qu'il a exprimé. Et c'est le parfait combo. En fait, c'est vraiment... ce type de personnalité s'attire parce qu'elles se nourrissent elles-mêmes. Le problème, c'est qu'en situation de stress, à savoir la date de départ, va créer en fait une bombe nucléaire à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est vraiment de la mécanique relationnelle. Et à travers la mécanique relationnelle, donc dans le lien qu'on va avoir avec l'autre, ça appuie sur les bons boutons à l'intérieur de soi et lié à toutes ces stratégies de survie qu'on a pu développer enfant, à la fois pour se protéger de toute souffrance que pourrait générer l'autre. Typiquement tous les masques qu'il a pu développer lui et qui fait qu'aujourd'hui il a besoin d'avoir son propre espace, et toi au contraire devoir te sentir aimé, rassuré en permanence et pouvoir essayer chercher à goûter la moindre parcelle de l'autre jusqu'à la dernière seconde, pouvoir y goûter pour sentir que l'autre est là et que tu ne te trompes pas, et aussi te nourrir d'une certaine façon d'amour, de lumière, d'énergie, de plaisir, de jouissance, de tout ce qu'il pouvait t'apporter. Et c'est quelque chose c'est un puissant fond, c'est jamais suffisant. Une fois qu'on est là-dedans, c'est toujours une escalade. Et donc c'est ce en quoi ça n'a rien à voir avec l'amour. Et en même temps, c'est de l'amour, parce que toutes ces choses qu'on expérimente, à partir du moment où c'est en conscience tel que tu le formules si bien, si clairement, c'est presque un cas d'école tellement c'est bien formulé, eh bien, permet de tisser un autre lien avec la vie, avec soi, et donc générer une autre typologie de lien, une autre nature de lien avec les autres, y compris dans le futur amoureusement. Ça ne veut pas dire que tu le reproduiras plus, mais ça veut dire que plus ça va aller, plus tu auras conscience de ce qui va se passer, et pouvoir créer et tu seras amené finalement presque mécaniquement à vivre autre chose, parce que ça, tu l'as déjà expérimenté. Ok. Est-ce que alors tu vois, tu dis de faire quelque chose de différent. Pourtant, on peut entendre souvent des personnes, et tu le fais d'ailleurs. Là, c'est dans le livre Burning Love, où on est vraiment sur le journal avec 200 questions pour apprendre à se connaître au niveau de l'amour. Pourquoi on peut reproduire des relations similaires dans notre vie, être attiré par le même type de personnes, reproduire les mêmes problèmes du coup, ou les mêmes plaisirs, en tout cas d'être tout le temps dans les mêmes schémas qui ne sont pas toujours bénéfiques. Et pourquoi on refait ça alors qu'on sait? On ne sait pas toujours. La plupart des gens ne savent pas. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de réponse pourquoi je reproduis. La raison pour laquelle on reproduit, c'est parce qu'on ne l'a pas accepté. Il y a une partie de soi qui est souvent obscure, la plupart du temps inconsciente, mais en tout cas une partie de soi, soit au niveau du désir, soit au niveau des sensations, soit au niveau du souvenir d'un trauma. Enfin, il y a une partie de soi qu'on n'a pas acceptée. Et ce qui va nous amener tout simplement à vivre et revivre sans cesse le même jour, la même scène, on change de personne, mais c'est la même chose. Ouais. Ok.
Et il faut trouver cette partie de soi. Oui, c'est ça en fait. Mais il faut se faire aider quand c'est comme ça. Est-ce que tu penses d'ailleurs justement dans le fait de faire des schémas ou même dans les problématiques en général de couple ou de célibat, c'est-à-dire que dans les cas où on veut trouver l'amour, est-ce que selon toi il faut se faire accompagner, coacher, peu importe, une thérapeute ou tu vois, mais moi je pense que l'être humain a créé un tissu relationnel, y compris avec lui-même, qui est devenu tellement sophistiqué, complexe aujourd'hui, qu'on n'a pas d'autre choix, en tout cas en Occident, que de se faire aider, accompagner. Alors ça peut être un livre, mais ça peut être un thérapeute. Ouais. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de vivre cet accompagnement, parce que on s'est tellement éloigné de nous-mêmes, y compris... Je donne des cours de yoga, puisque je suis prof de yoga, et je suis surpris de voir à quel point les gens n'ont pas conscience de leur corps. Ça me surprend de voir à quel point les gens sont confus avec leur corps. Et c'est hyper révélateur de la conscience de soi. Parce que aujourd'hui, je suis persuadé que ce qu'on appelle inconscient, puisqu'on n'a jamais pu trouver où se trouve cet inconscient, c'est dans le cerveau, on n'a jamais pu le cartographier. Je suis persuadé que l'inconscient, c'est le corps. Et que tout ce qui échappe à notre conscience, à la lumière de la conscience, va se loger, se nicher, se cristalliser quelque part dans le corps. Et n'ayant absolument pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, eh bien notre corps s'exprime, et s'exprime sauvagement, s'exprime encore plus fort, parfois jusqu'à créer des maladies. Et en tout cas, c'est sûr que notre corps s'exprime, y compris dans le langage non verbal, à travers toutes les relations amoureuses et encore plus dans les relations passionnelles. Je peux le valider, ça, pour le coup. C'est pas que je n'y croyais pas, hein. J'y croyais, mais j'avais jamais réellement expérimenté concrètement. Mais depuis 6 mois, j'avais une douleur à l'épaule qui fait que lorsque j'étais sur le canapé avec mon compagnon, donc là je parle de ma relation de 9 ans, j'avais une douleur à l'épaule où je devais bouger et me détacher de lui. Et je disais, écoute, je sais pas, j'ai mal. Quand je mettais mon épaule autour de lui, j'avais mal. Et quand on était au lit, c'était pareil. Selon comment on dormait, je disais, je dois me tourner, j'ai mal. C'est douloureux. Et je comprenais pas. Donc j'ai été faire un IRM, j'ai été faire une échographie, j'ai été faire des radios, j'ai été voir un ostéo. On me disait, y a rien en fait. Enfin, tout va bien. Donc, du coup, mon médecin m'a dit allez faire du kiné, quelques séances, ça ira mieux. J'ai fait 4 séances de kiné avant d'aller en Inde. Bon, j'avais toujours mal. Ça allait un peu mieux pendant les séances, mais j'avais toujours ce bras qui me gênait et qui commençait à me gêner dans ma vie, mais principalement dans des moments, en tout cas, avec mon copain, dans l'intimité de chez nous. Je suis parti en Inde, la douleur a disparu. Entièrement. Là, je n'ai plus aucune douleur. Et j'ai même plus conscience de quand ça a disparu. Mais en Inde, un jour, je me suis dit, tiens, c'est marrant, t'as plus mal. Et effectivement, et notamment avec Apourv, je n'ai jamais eu de problème de douleur avec lui. Et là, je me dis, waouh, le corps est donc si intelligent. Ouais, il y a une intelligence du corps, les danseurs le savent. Il y a une intelligence du corps. Je pense même que notre corps, c'est probablement la partie la plus instinctive, la plus animale qui soit en nous, à l'échelle de notre conscience. Et je pense que en laissant la vie traverser notre corps et en se laissant ainsi traverser par la vie, on se réconcilie pleinement avec la partie la plus animale, la plus vivante, la plus naturelle qui est en nous. C'est fascinant le nombre de déchirures que l'on peut faire dans notre conscience. Quand on parle de soi, on pense à notre tête. Quand on parle de notre tête, on distingue notre tête de notre corps, comme si les deux n'étaient pas reliés. On fait la même déchirure avec la nature. On parle de la nature comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous, comme si on ne faisait pas partie de la nature. Je vais au vert pour être dans la nature, comme si être en ville avec les autres, avec les êtres humains, c'était pas de la nature. On est tous naturels, on est tous vivants, et je pense que il faut le ressentir et reconnaître cet aspect hyper naturel à l'intérieur de nous. Et évidemment, notre corps est intelligent.
dans le livre Burning Love, avec toutes les questions, si tu veux, c'est le recul que tu as pris sur toi. Tu as répondu à toutes ces questions. Tu as fait ce chemin sur aujourd'hui être très clair sur tes blessures, ce que tu veux, qu'est-ce que l'amour pour toi, la relation avec tes parents. Enfin, vraiment, c'est vrai que les questions dans ce livre, c'est vrai qu'à défaut d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un coach, on peut déjà commencer par répondre aux questions. Je pense qu'on va débroussailler un grand nombre de problématiques. Et si on va aller plus loin, on peut, au contraire, je pense qu'il faut répondre aux questions et ensuite aller consulter, à la limite, pour aller approfondir. Mais toi, t'as fait ce chemin? Enfin, j'imagine que oui. Je te pose je sais pas. Ouais, j'ai fait ce chemin, absolument. Et effectivement, c'est un livre-thérapie. C'est vraiment un livre-thérapie. Et aujourd'hui, je sais qu'il est recommandé par certains psys, ce qui me fait très plaisir, en vrai. Et d'ailleurs, c'est un travail de recherche au niveau que j'ai effectué sur moi-même, au niveau des lectures, au niveau des rencontres, au niveau de thérapeutes, notamment Arthur Aron, qui est un docteur en psychologie à l'université de Stanford, qui est l'époux d'Helen Aron, qui a conceptualisé l'hypersensibilité. Enfin, c'est elle qui, en gros, qui a mis à jour le concept d'hypersensibilité, et son mari est le chercheur spécialisé dans les relations amoureuses. Et donc, ce qu'il met à jour, et c'est super intéressant, c'est que il est tout à fait possible d'échafauder des modèles de prédiction d'une relation amoureuse en fonction de notre santé mentale. Tu prends la santé mentale de chaque individu, tu fais un diagnostic et tu peux prédire exactement de l'avenir et la manière dont vont se dérouler les relations amoureuses. C'est flippant. C'est flippant, mais c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Non, mais tellement il a poussé très très loin la modélisation de cela. Et c'est un chercheur absolument hyper intéressant, qui n'a pas écrit un seul livre. J'aimerais beaucoup en tant qu'éditeur le publier, le faire écrire. Mais je trouve ça dingue, ces travaux de recherche. Mais oui, évidemment, j'ai écrit ce livre déjà pour le vivre moi-même, véritablement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on n'en a jamais terminé. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre et de ce que j'ai voulu donner, c'est qu'il pose des questions. Et que la force, elle est avant tout dans les questions. Et les réponses que l'on puisse apporter, parfois on va sécher, on ne va pas avoir de réponse. Mais la question va continuer à se poser à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps. Tout cela est vivant. Et donc, c'est vraiment un chemin dont on n'a jamais vraiment terminé. Et toutes ces questions, on a amené à se les reposer et à relation après relation. Ce matin, justement, c'est ce que je voulais te dire au début. Donc j'étais en train de répondre aux questions. C'est vrai que j'adore dans le sens que c'est des vraies questions et c'est pas forcément les questions qu'on se pose tous les jours. Enfin, encore une fois, il y en a 200, donc je trouve qu'on va vraiment en profondeur. Et question qui peut paraître toute bête, quelles sont les 5 choses qui vous rendent heureux quand vous êtes en couple? Donc tu expliques, ça peut être des détails du quotidien, des moments d'intimité, des sensations. Et puis, première réponse, je me dis, le partage, je pense que le partage c'est important. Et puis ensuite, je trouve que c'est bien aussi quand on fait ce genre d'exercice de laisser un peu le mental de côté et d'essayer d'écrire ce qui vient instinctivement, ce qui n'est peut-être pas logique. Et là, j'ai tout de suite le mot, regard complice qui vient et je fonds en larmes. C'était ce matin, il était 8h du mat, je fonds en larmes et je comprends pas. Et là, je dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est puissant quand même de lâcher un peu le truc, de répondre et de voir qu'est-ce qu'on ressent. À aucun moment, quand j'ai vu la question, je me suis dit qu'il y avait une réponse qui allait me toucher à un moment donné. Et puis, du coup, je me suis dit, regard complice. Ok. Donc, là, c'était ce matin, donc j'ai pas réfléchi plus que ça, mais je me dis, en tout cas, ça me marque. Qu'est-ce qu'un regard complice pour moi? Pourquoi c'est si important? Et finalement, un livre comme ça, c'est aller chercher, mais qu'est-ce qui est important pour nous? Parce qu'on est tous différents. Donc, qu'est-ce qui va nous toucher? Qu'est-ce qu'on va vouloir? Est-ce qu'il y a vraiment des réponses universelles? Non, il n'y a aucune réponse universelle. Elles sont forcément relatives à chacun. Et pire que ça, elles sont relatives à l'instant. C'est-à-dire que ce qui est valable aujourd'hui dans ta situation de double rupture que tu vis de façon simultanée, de façon très différente, tu expérimentes 2 schémas de rupture complètement différents au même moment, ce qui est rare.
eh bien, ce qui s'exprime à l'intérieur de toi, en termes de qu'est-ce qui t'apporte du plaisir dans une relation, pourrait être différent dans un an. Ouais, totalement. T'es amoureux aujourd'hui ? Non. Ça te manque ? Non. Ok. Ouais. Non, j'ai pas d'état de manque. Je kiffe la vie, je kiffe ma vie, je suis hyper bien. Je suis en état d'amour. Envers toi et les autres ? En état d'amour, ouais, de façon très élargie. Je ressens cet état d'amour le soir quand je me couche, le matin quand je me lève, et je l'oublie parfois simplement quand je suis en état de stress par rapport au travail, ou voilà, enfin, en état d'angoisse, mais je suis quasiment tout le temps en état d'amour et en état d'ouverture. Et puis j'ai un lien très très fort malgré tout avec une personne depuis 20 ans et qui me permet aussi de nourrir en confiance cet état d'amour. Comment on fait pour être en état d'amour ? C'est-à-dire que là, tu sembles avoir trouvé un état d'amour qui fait que tu es épanoui avec toi, célibataire, tu pourrais être épanoui avec quelqu'un, finalement tu es dans cet état de flow, amoureux. Comment on fait ? Parce que moi j'aime bien ces phrases de l'amour inconditionnel, hein. S'aimer inconditionnellement, aimer les autres inconditionnellement. Bon, moi j'ai pas saisi encore comment ça fonctionne, ça. Comment ça marche ? C'est pour ça que je parle d'état d'amour ou d'amour absolu plutôt que d'amour inconditionnel. Parce que même l'amour inconditionnel, selon ce que l'on vit, forcément, ça peut avoir un impact sur ce que l'on ressent, et c'est très bien ainsi. Alors moi, déjà, première chose, c'est que j'ai toujours ressenti ça. C'est pas quelque chose comme ça qui m'a traversé sauvagement un jour plus qu'un autre, et voilà. C'est un truc vraiment que j'ai depuis que je suis enfant. Versus un état d'angoisse. C'est-à-dire que les deux cohabitaient en moi depuis que je suis enfant. Un état d'anxiété très très fort vis-à-vis de la vie, de la mort, de ma propre vie, de mon avenir, et un état d'amour que je ressentais comme étant absolu en moi, et les deux cohabitaient. Une forme d'ombre, de lumière, je sais pas, mais en tout cas une forme de dualité de vie qu'il y avait à l'intérieur de moi, et j'avais la conscience de ça. J'ai toujours eu la conscience de ça. Donc du coup, ce qui m'interrogeait, c'est... donc je partais du principe, le vivant, je partais du principe que tout le monde le vivait, en fait. Et je découvre que maintenant, très récemment, que la plupart des gens ne le vivent pas. Après, j'ai eu la très grande chance de commencer le yoga adolescent, à un moment donné où personne ne faisait du yoga. Et je me souviens très très clairement, au bout d'une demi-heure de cours, lors du premier cours, être en savasana, allongé sur le sol, et ressentir un point dans le cœur de lumière, de paix intérieure absolument très profonde, s'illuminer en moi, s'éveiller en moi, s'élargir, me pénétrer et s'élargir autour de moi, et avec cette sensation d'être dans un face-à-face avec l'univers. C'est très curieux. Quand je parle de l'univers, très concrètement l'univers, c'est pas un univers mental ou je sais pas quoi. D'être vraiment suspendu dans l'univers. Et j'ai vécu à ce moment-là, c'est vraiment cette conscience d'état d'amour au plus profond dans ma chair. Et vivant cela, ma quête a été de le reproduire de façon permanente, parce que c'est vraiment un état absolu qui m'a transporté, un état d'extase d'une certaine façon, un point culminant avec moi-même, peut-être le lien le plus intime que je pouvais avoir avec moi-même, un peu comme la conscience d'une respiration. Et j'ai cherché à le reproduire, et la seule chose, en fait, ce qui favorise cela, pour répondre à ta question, c'est l'état de paix intérieure, d'être conscient de ses sensations au plus profond, jusqu'à pouvoir ressentir les battements de son cœur dans ses veines, dans tous les endroits de son corps, tout en vivant un état de paix intérieure très profond. Et là, ça émerge. Ok, là, donc faire du yoga, de la méditation, être en pleine conscience, de la marche contemplative peut-être aussi dans la nature, juste
Non. Oui, pourquoi pas. Ouais, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est à chacun de trouver son propre Ouais. chemin. Moi, ce fut un chemin de yoga. Ouais. Mais c'est vraiment à chacun de trouver son propre chemin. Et c'est un chemin opposé à celui de la croyance. Je suis entré en décroyance à partir du moment où j'ai vécu cela. J'ai compris que toutes les croyances que l'on projetait étaient nécessairement relatives et que c'était l'opposé de l'expérience. Et que ça, c'est une expérience très très naturelle de la vie. Et la croyance nous amène à l'opposé de cela, de cette expérience naturelle de la vie. Donc, je suis quasiment persuadé aujourd'hui... En fait, les croyances amènent des projections, amènent du mental, amènent de l'identité. Et tout ça, c'est des masques, c'est des écrans, c'est des filtres qui nous empêchent d'avoir une expérience directe du vivant et de la vie. Ouais. Et c'est pour ça que je suis en décroyance. Ah, waouh. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand en amour ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? De plus grand Tu couperas le silence. Sinon... J'avais 22 ans. Je suis parti vivre et travailler aux États-Unis pour retrouver quelqu'un sans que je sache qu'il y serait encore. Je savais qu'il pourrait y aller, qu'il serait peut-être là aux États-Unis, mais je ne le savais pas encore. Et j'ai préparé le chemin. J'y suis allé. Et genre 3 semaines après, une fois que j'étais aux États-Unis, il m'a annoncé qu'il était pris, qu'il était engagé, et du coup qu'il allait partir déménager aux États-Unis. Et c'est moi qui l'ai attendu. Waouh. Plutôt que d'aller le retrouver. Ouais. J'étais jeune. Hein. Waouh, c'est beau. Bon, faut pas que je m'y inspire pour partir en Inde. Ça, c'est pas le plan, de toute façon. Bah écoute, franchement, juste, alors ça n'a rien à voir, je te le dis comme ça. J'ai envie, je sais pas s'il y a une signification, j'ai envie de t'appeler Olivier. Est-ce que ça fait écho chez toi quelque part ? Depuis ce matin, j'ai Olivier qui est là, je ne sais pas pourquoi. Et j'avais besoin de te le dire. C'est hyper perturbant ce que tu me dis. Tu sais pas à quel point c'est perturbant. Parce que tout le monde sait que je m'appelle Jérôme, mais tout le monde m'appelle Olivier. Y compris Mylène Farmer. Ouais. Elle peut pas s'empêcher de m'appeler Olivier. Mais tout le monde, même au travail, tout le monde m'appelle Olivier. C'est pas Alors, vrai. le lien que je fais avec... Tu rigoles. Non, je rigole pas du tout. Alors, le lien que je fais, c'est que je m'appelle Oliveira. Jérôme Oliveira. Oliveira, en portugais, Oliveira, c'est un nom marane, c'est-à-dire c'est un nom juif portugais qui signifie Olivier. Durant l'Inquisition, en 1492, les Juifs étaient condamnés à mort s'ils ne convertissaient pas au catholicisme. Les Juifs les plus riches de la péninsule ibérique ont fui en Afrique du Nord, les séfarades, et les plus pauvres sont restés, se sont convertis, mais ils ont conservé secrètement la tradition juive et la religion juive. Et on continue à se marier entre eux. Et pour s'identifier, ils ont adopté des noms d'arbres et de fruits. Donc, les gens qui s'appellent Oliveira, typiquement Oliveira est un nom juif marane, mais Rosa, qui fait donc rose ou rosier, Pereira, poirier, tout ça, ce sont des noms juifs. Mais vu que tout le monde m'appelle Olivier, j'ai posé la question à ma famille. Est-ce que vous aussi, à mon frère, à mon père, est-ce que vous aussi on vous appelle Olivier ? Et jamais. Donc c'est ce qui me perturbe encore plus. Pourquoi est-ce qu'on m'appelle Olivier ? Donc voilà. Donc c'est une question sans réponse, mais très perturbante. Si bien que vu que j'ai qu'un seul prénom, qu'on m'a pas donné de prénom, je me dis que je vais peut-être ajouter Olivier, puisque tout le monde me désigne comme étant Olivier, incroyable. Et m'appeler Jérôme Olivier Oliveira. Ouais, ok. Bon, c'était juste... ça me perturbait aussi d'avoir ce prénom qui était constamment là depuis ce matin. On peut retrouver tes 2 livres
Brûlant d'amour aux éditions Erol et Burning Love. Donc Burning Love, c'est plus la partie exercice. Je pense qu'il est bien de lire le livre Brûlant d'amour avant de faire l'exercice. Moi, je le conseille en tout cas. Enfin, c'est dans ce sens-là que je le fais. C'est comme ça que ça a été écrit, mais on peut commencer par l'inverse. La pratique. Par la pratique, ouais. Beaucoup de gens préfèrent la pratique et je comprends. Pour te retrouver, on te retrouve sur Instagram. Ouais, principalement. D'autres endroits si on veut t'écrire? Non, Insta, c'est bien. Insta, c'est bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'amour. Nico, vraiment. Merci pour cette profondeur. Et cette honnêteté. Oh, c'est gentil. Et ce moment d'amour. Oui. Mais je sais qu'on va se revoir parce que là, t'as tellement de choses à dire sur ta vie que moi, je veux savoir comment t'as rencontré Mylène Farmer, comment t'as rencontré Madonna, comment t'as fait des changements dans ta vie incroyables, là où des gens ont peur. T'as une vraie leçon à amener à ces personnes-là. Donc, on fera un autre épisode. Et là, ce sera plus sur ton parcours de vie. Avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Salut. Ça a été? C'était génial, non? Ouais. J'ai eu un moment de plaisir. Je sais pas si ce que j'ai dit était bien, mais en tout cas, j'ai eu un très très grand moment de plaisir et c'était hyper naturel pour moi. Donc merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a fait réfléchir sur peut-être ta relation ou ta non-relation, justement, où tu en es aujourd'hui dans ta vie par rapport à l'amour, aux sentiments amoureux. Et c'est vraiment ce sujet-là qui m'avait tellement marqué. En ce retour d'Inde, de me retrouver à interviewer Jérôme, ça m'avait forcément touché, vu la période que je traversais. Aujourd'hui, tu vois, je pense que c'est important et je pense que dans la vie, tu vois, dans ce podcast, on parle de oser. Oser, que ce soit sur un plan professionnel, mais oser aussi en amour, oser dans sa vie personnelle, oser dans toutes les formes de sa vie finalement. Comment on peut réussir à oser aller au-delà de peut-être nos peurs, au-delà de nos croyances, au-delà de tout ça. Finalement, ce sujet est un sujet passionnant parce que j'avais jamais autant réalisé qu'il demande aussi un travail sur soi. Jérôme m'a vraiment laissé un sentiment de douceur après que j'ai pu faire cette interview avec lui et j'espère que toi aussi, ça te fait le même effet finalement en l'écoutant. N'oublie pas que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je t'assure que ça aide grandement à l'évolution de ce podcast et c'est une façon de me laisser un petit peu d'amour. En tout cas, je te dis à très bientôt. Tu as aussi Osé by Nico, l'Instagram où tu vois les pépites de cette interview en vidéo et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!